L'Assemblée écoutera. L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence, Monsieur Salvador Sánchez Serén, président de la République d'El Salvador. Je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence, Monsieur Salvador Sánchez Serén, président de la République d'El Salvador, que j'invite à rejoindre la tribune. Señora Madame le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, c'est avec fierté que je représente devant vous un tout petit pays, mais aussi un grand peuple, celui d'El Salvador. Notre histoire a vécu de nombreux moments de douleur, mais aussi des heures de courage et d'espoir. Des années durant, nous avons lutté pour la démocratie. Et nous avons été les premiers de la région à mettre un terme à une guerre civile douloureuse, et ce, par le biais du dialogue et de la réconciliation, pour lancer la construction d'un pays démocratique. Comme la majorité des pays en développement, nous sommes confrontés aux mêmes défis. Réduire la pauvreté, les inégalités sociales, créer les conditions qui permettront aux familles de vivre de manière plus saine et en toute sécurité. L'expérience nous a montré que ce n'est que par le biais de la solidarité, du respect, de l'inclusion et de l'équité que nous pouvons relever ces défis. Ces dernières années, nous avons enregistré un développement humain significatif dans les zones rurales. La pauvreté extrême est passée à 13,6%. 14,8% du PIB ont été alloués à la dépense sociale. La couverture d'éducation primaire est passée à 93,7% et nous avons réduit d'un peu plus de 5 points de pourcentage le taux d'analphabétisme. Nous avons enregistré une importante réduction de la mortalité maternelle et amélioré les services d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable pour la population. Nous avons été le théâtre de transformations significatives et tout comme il y a 14 ans lors du sommet du millénaire, nous travaillons sur les conditions qui nous permettront de créer un monde plus juste et équitable. Toutefois, la dette que nous avons vis-à-vis de l'humanité reste d'actualité. Nous continuons de nous efforcer de créer les conditions propices au développement humain. Nous nous efforçons d'accorder une protection sociale plus solide, ainsi qu'un accès garanti et universel aux services sociaux de base et ce de manière durable. Nous sommes à une année du sommet mondial le plus important de notre histoire, dans le cadre duquel nous évaluerons les buts et objectifs du millénaire, et dans le cadre duquel nous établirons le nouveau programme de développement de l'après 2015, sur la base d'un nouveau paradigme de développement intégral, transformateur et sans exclusive. Nous devons adopter une vision qui tienne compte des besoins de nos peuples, dans le cadre de laquelle tous les êtres humains jouiront d'une vie pleine et accomplie dans la démocratie, dans laquelle ils pourront jouir du droit à la souveraineté et déterminer eux-mêmes leur voie vers la paix et le développement. Ce nouveau programme devra englober des questions d'ordre universel, telles que la migration, le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, la sécurité citoyenne et la paix mondiale. Nous ne pouvons continuer de tomber dans les travers du passé.
L'expérience accumulée dans le cadre des ODM doit nous permettre de combler le fossé des inégalités, de remédier aux causes structurelles de la pauvreté et de l'exclusion. Le nouveau programme mondial exige que nous nous mettions d'accord pour faire face à cette grande menace qu'est le changement climatique, une menace qui nous frappe de plein fouet et limite les possibilités de vie digne pour les familles. Les mois à venir seront essentiels pour la création d'une feuille de route pour mettre en œuvre les paramètres de ce nouveau paradigme de développement. Nous devons conjuguer nos efforts sur la base du principe de la responsabilité partagée mais différenciée. Il est urgent de modifier l'architecture financière et les mécanismes de coopération internationale afin de leur permettre de répondre aux besoins de nos peuples par le biais d'institutions efficaces et de mécanismes transparents. Nous devons revoir les termes en vertu, les conditions en vertu desquelles est accordée l'aide au développement, les montants alloués et la mise en œuvre des mesures qui facilitent le développement durable. Les nouveaux indicateurs de développement doivent rendre visibles l'exclusion et les inégalités. Les mesures réalisées doivent porter sur le degré de satisfaction des besoins et les débouchés offerts. Les buts et objectifs doivent porter sur la réalisation personnelle, le droit au bonheur, tout comme la croissance économique des pays. Je lance ici un appel aux Nations unies pour qu'elles maintiennent les ressources et programmes en Amérique latine, et en particulier en Amérique centrale, indépendamment de la classification macroéconomique de nos pays. Réduire leur présence signifierait une aggravation des problèmes d'inéquité économique et sociale dont pâtit déjà la région. Le financement du développement est essentiel à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les ODD, ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de développement de l'après-2015. Permettez-moi de rappeler la résolution du Conseil des ministres du système d'intégration de l'Amérique centrale, SICA. Le financement du développement doit reposer sur les priorités des pays sur la base de mécanismes de financement novateurs. Nous devons étudier de nouvelles sources de financement, telles que les ressources figurant en haute mer, patrimoine de l'humanité, auxquelles ont pour leur accès seul un petit groupe de pays. El Salvador exprime son engagement en faveur de la nouvelle Alliance mondiale pour le développement, axée sur le consensus de Monterrey, la déclaration de Doha sur le financement du développement, et le document final, Rio+20. Il nous reste beaucoup à faire, mais nous ne pouvons pas faire cavalier seul, mais plutôt agir dans le cadre des Nations unies. Nous devons présenter un front uni pour aller de l'avant dans le cadre du processus de réforme des Nations unies, notamment parce que nous souhaitons une organisation renforcée. Nous avons besoin d'une assemblée générale, principale enceinte de discussion à l'échelle mondiale, dotée d'un programme axé sur les enjeux les plus urgents pour la communauté internationale. Nous avons besoin d'un Conseil de sécurité ouvert à une plus grande représentation, à une plus grande participation de tous ses États membres. Nous avons besoin de l'appui résolu et de la volonté politique de l'ensemble des États membres pour disposer d'une organisation capable d'offrir un soutien opportun face aux nouveaux défis de l'histoire. Madame le Président, à la lumière des défis qui assaillent notre planète, notre gouvernement souhaite rappeler son attachement à un programme de développement intégral et sans inclusif. La paix sociale, le renforcement des capacités et le consensus entre les différents secteurs. Ces dernières années, mon pays a lancé un processus de transformation axé sur le développement durable, la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités, l'exclusion et l'injustice sociale, en insistant en particulier sur l'adoption d'une politique d'équité respectant l'équilibre homme-femme et les droits de l'homme. Dans notre pays, la loi relative au système de protection sociale universelle constitue un instrument précieux qui, pour la première fois, englobe un réseau de politiques sociales et de stratégies
permettant de fournir des services de base à la population, axés sur les groupes les plus vulnérables et conçus pour venir à bout des principales difficultés que nous rencontrons. El Salvador fait tout son possible pour améliorer la qualité de vie de sa population et créer les conditions qui permettront de consolider la cellule familiale, de renforcer les valeurs, de créer des possibilités pour les nouvelles générations et de mettre en lumière les risques qu'impliquent les migrations irrégulières, notamment à destination des États-Unis. Je lance ici un appel à la communauté internationale et lui demande de nous aider à venir à bout de cette situation découlant de l'augmentation du nombre d'enfants migrants non accompagnés qui essaient de se rendre aux États-Unis. Les Nations unies, y compris l'Assemblée générale, doivent jouer un rôle toujours plus grand sur le front des migrations et reconnaître la mobilité humaine comme élément important des efforts de l'organisation, en les intégrant dans le programme de développement de l'après-2015. Nous sommes convaincus que face à un phénomène aux causes aussi multiples, nous devons adopter une approche intégrale qui assure la protection des droits de nos enfants, qui garantisse le respect des procédures régulières et soutiennent la réunification des enfants et de leurs parents. Nous devons travailler avec les communautés d'origine de ces populations migrantes pour créer des conditions meilleures. Nous devons investir davantage dans l'éducation, la santé, la sécurité, l'emploi. Tout cela sur la base du principe de responsabilité commune entre les principes d'origine, les pays d'origine, de transit et de destination. La menace à la sécurité est un autre grand défi auquel se heurte notre pays, comme d'autres dans la région et de par le monde. Nous ne baisserons pas les bras tant que nous n'aurons pas instauré les conditions qui permettront à nos citoyens de vivre en paix et en toute sécurité. Les différents secteurs de notre société se rallient à l'appel lancé par notre gouvernement et nous espérons que la communauté internationale renforcera l'appui accordé dans le cadre de cette lutte titanesque contre la violence sous différentes formes, lutte livrée par El Salvador et l'Amérique centrale. Madame le Président, nous constatons avec préoccupation toute une série de conflits et de menaces contre la paix et la sécurité internationale. Nous regrettons profondément les pertes de vies humaines, notamment d'enfants, suite aux attaques aveugles perpétrées dans la bande de Gaza. Nous saluons les efforts déployés dans le cadre du plan de paix présenté par l'Égypte et nous exhortons les parties de s'efforcer de garantir une paix solide et durable qui permettra la cohabitation de deux États, celui d'Israël et celui de la Palestine, dotés de frontières sûres. Nous sommes préoccupés face aux récentes offensives et violations des droits de l'homme perpétrées par l'État autoproclamé islamique contre des populations civiles et sans défense. Nous lançons un appel à la communauté internationale. Nous lui demandons de serrer les rangs au sein des Nations unies pour mettre un terme à ces attaques brutales. Seule une action coordonnée de notre système multilatéral permettra d'obtenir les résultats auxquels nous aspirons tous. Nous resterons toujours engagés en faveur de la paix. Tous les citoyens de ce monde doivent se transformer en des artisans de la paix, comme le disait sa sainteté Jean-Paul II à l'occasion d'une visite à El Salvador. Étant bénéficiaire de l'appui des Nations unies dans le cadre de notre processus de paix historique, El Salvador ne peut que continuer d'appuyer les opérations de maintien de la paix de par le monde. En tant que pays, nous appuyons, par le biais d'une contribution, la mission de stabilisation au Mali et accompagnons le processus du peuple haïtien. Nous ne pouvons pas ignorer ces tâches importantes. Monsieur le Président, permettez-moi d'insister sur le fait que les droits de l'homme sont un des domaines de travail prioritaires de notre politique étrangère, raison pour laquelle El Salvador a présenté sa candidature au Conseil des droits de l'homme, dont les élections auront lieu dans le cadre de l'actuelle session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette candidature
nous donne la possibilité de maintenir nos engagements à l'échelle internationale et de démontrer l'importance qu'il y a pour nous à vivre dans un état de droit en harmonie avec notre environnement. Monsieur le Président, dans le cadre du suivi des efforts déployés en faveur de la paix et du développement sans exclusive et équitable, le mépris des principes et libertés fondamentales n'a pas lieu d'être. Mépris qu'implique le blocus économique, commercial et financier imposé à la République sœur de Cuba, laquelle, en dépit des mesures unilatérales imposées à son peuple grâce à sa persévérance et à son autodétermination, a réussi à venir à bout de manière exemplaire des obstacles et de l'adversité. C'est la raison pour laquelle El Salvador lance un appel en faveur de la cessation de ce blocus. Nous estimons que l'inscription de Cuba sur la liste des États parrainant le terrorisme international est sans fondement. Cuba doit être retiré de cette liste dont le seul objectif est de justifier le blocus. Permettez-moi d'insister sur la contribution des pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine et leurs organisations régionales au multilatéralisme. Permettez-moi tout particulièrement de mentionner le système d'intégration de l'Amérique centrale, le SICA, par le biais duquel nous avons réussi à nous doter d'un programme multidimensionnel axé sur 5 grands piliers: l'intégration économique, l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, la gestion intégrale des risques et l'adaptation au changement climatique, le renforcement des institutions et la sécurité démocratique. La région a besoin d'un soutien international pour mettre en œuvre sa stratégie de sécurité pour l'Amérique centrale, afin que nos gouvernements puissent compléter les efforts déployés au plan national et faire en sorte que ces efforts aient davantage d'impact sur la sécurité régionale. J'en appelle une fois encore la communauté internationale pour qu'elle nous apporte son soutien. Les efforts déployés au sein de ces organismes régionaux, tels que le SICA et la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, la CELAC, sont essentiels et visent à consolider la solidarité, à renforcer la coopération entre tous les peuples du monde. Madame le Président, comme je le disais, nous sommes les témoins de changements sans précédent à l'échelle mondiale, lesquels offrent à la fois des possibilités d'action, mais représentent aussi des défis. Nous devons nous unir les uns les autres dans le cadre d'une communauté mondiale engagée en faveur des valeurs de la démocratie, de la paix, de l'équité, du progrès et du développement. Permettez-moi de conclure en disant qu'à partir de nos modestes moyens, nous sommes prêts à relever ce défi. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la République d'El Salvador pour sa déclaration. Je demanderai aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé de Monsieur le Président.